Alors, je pense que nous pouvons commencer. Donc, je suis Sena Boucham, je suis la manager Women We Are 54, Women in Africa 54, qui est le programme dédié à l'entrepreneuriat féminin, qui soutient l'entrepreneuriat féminin sur tout le continent. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes en partenariat aujourd'hui avec la Société Générale pour une série de webinaires sur tout le mois de mars et nous espérons que vous allez l'apprécier et vous allez surtout participer et venir communier avec nous autour de l'entrepreneuriat et bien sûr de la finance. Donc, j'aimerais bien sûr, comme je l'ai répété au tout début, pour les personnes qui nous rejoignent tout juste maintenant, que vous nous disiez d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez, de quel pays, de quelle ville vous nous écoutez. Ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi dans le chat à discuter, à échanger entre vous, à nous parler de vos projets d'entrepreneuriat, à vous dire quels sont vos challenges aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les banques aujourd'hui et bien sûr avec la Société Générale, parce que l'idée justement de cette série de webinaires, c'est de rendre la banque beaucoup plus proche de vous et bien sûr de rendre la Société Générale plus proche de vous. Donc, bienvenue, mettez-vous à l'aise et nous allons bien sûr commencer avec la présentation de nos intervenants aujourd'hui qui nous parlent de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Donc, je vais d'abord commencer par Jocelyne, qui est la directrice clientèle entreprise Société Générale Côte d'Ivoire. Bonjour Jocelyne. Bonjour Zénabou, bonjour à tous ceux qui nous suivent, d'où vous êtes. Merci de vous être connectés. Donc, Jocelyne Nguessan, je suis directrice adjointe de la clientèle entreprise à la Société Générale Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs années d'expérience dans le secteur de la finance et plus précisément une quinzaine d'années dans le secteur de la banque, où j'ai eu un parcours purement commercial, hein, je dirais. J'ai occupé des postes d'analyste crédit, de chargé d'affaires grande entreprise, de responsable commercial entreprise et aujourd'hui directrice adjointe de la clientèle entreprise. Je suis titulaire d'un master en management spécialité finance et du diplôme de l'Institut des techniques bancaires. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyne, et c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette première série et pour ce premier épisode de cette série de webinaires. Bonjour Yenita, vous nous parlez du Bénin. Bonjour, donc Yenita Bamba, directrice commerciale entreprise de Société Générale Bénin, ivoirienne, donc transfuge de la Côte d'Ivoire au Bénin, où j'ai fait mes premières armes dans le secteur bancaire chez Société Générale depuis un peu plus de 10 ans. D'abord comme responsable de la conformité, puis je suis tombée dans le commercial et depuis 8 ans, j'ai gravi les échelons depuis conseiller de clientèle, analyste crédit, responsable de marché de grande entreprise et maintenant directrice commerciale au Bénin où je me plais depuis 3 ans. Voilà. Je suis titulaire d'un master en commercial law à l'université de Cardiff et du diplôme de l'Institut de technique bancaire également, tout comme je suis. Voilà. Merci beaucoup, Yenita. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille sur ce webinaire. Alors, comment dire, nous allons accueillir l'homme de cette session, Monsieur Bamba. Alors, Monsieur Bamba qui s'excuse par avance à cause de sa connexion qui est instable, il devra garder sa caméra fermée. Donc, mais il va se présenter à vous. Bonjour, Monsieur Bamba. Bonjour à tous. Ravi d'être le seul homme parmi toutes ces belles dames. Je suis tout à fait ravi de participer à ce webinaire avec vous. Et je suis Moriba Bamba, je suis le responsable de la maison de la PME Société Générale Côte d'Ivoire. Je suis également responsable adjoint du marché PME au sein de Société Générale Côte d'Ivoire. Je suis dans le groupe Société Générale depuis janvier 2000, où j'ai occupé diverses fonctions en tant qu'auditeur interne, organisateur conseil, chargé d'affaires. Et depuis 2 ans, comme je disais tantôt, je suis responsable de la maison de la PME. Je suis titulaire d'une maîtrise en gestion et d'un diplôme d'ingénieur en finance. Allez, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Bamba. Les maisons de la PME, on aura l'occasion d'en parler. Et je regardais juste dans le chat, on nous écoute vraiment de partout, du Burkina, d'Abidjan, de Dakar, d'Italie, de Paris, de Douala. Vraiment, enfin, je n'arrive pas à regarder d'où partout, de Yaoundé, de Libreville, encore de Zurich, même de Zurich en Suisse. Vraiment, merci en tout cas d'Algérie. Merci de nous suivre un peu partout dans le monde. Moi, je vous parle depuis le Sénégal. Et donc, avant de laisser la parole à nos intervenants sur la thématique du jour, qui est comment rendre son projet attractif auprès des banques, je voulais juste revenir très rapidement sur ce partenariat qui est historique avec Société Générale. C'est un partenaire qui nous accompagne depuis les tout débuts. Et vous savez que cette année, Women in Africa célèbre ses 5 ans. Donc, nous sommes heureux de célébrer ces 5 ans avec la Société Générale, avec tous ses collaborateurs. Et je tiens à le souligner parce qu'aujourd'hui, la Société Générale ne s'engage pas seulement en tant que groupe, elle s'engage en tant que des milliers de collaborateurs parce que les collaborateurs qui vont animer ces webinaires aujourd'hui, il y en a aussi des dizaines et des dizaines d'autres comme eux qui accompagnent les entrepreneurs de WIA 54 au quotidien à travers un bootcamp virtuel. Donc vraiment, c'est un partenariat qui nous est cher, avec qui on construit des choses vraiment extrêmement pertinentes et efficaces et intéressantes autour de l'entrepreneuriat féminin. Et nous espérons que cette série de webinaires vous plaira et suscitera bien sûr soit des vocations ou en tout cas vous permettra de renforcer l'accompagnement que vous cherchez pour vos projets. Merci beaucoup et très bonne session. Jocelyne, je vous laisse la parole et je vais commencer je vais vous partager la présentation pour que vous puissiez commencer. Merci Zainabou. Encore très heureuse d'être sur ce webinaire en compagnie de Yenita de Société Générale Bénin et de Moriba de la maison de la PME de Société Générale Côte d'Ivoire. Je voudrais encore réitérer nos remerciements à Women in Africa et au groupe Société Générale pour cette belle initiative en faveur des femmes et plus spécifiquement des femmes entrepreneurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit tous autour de ce webinaire, nous souhaitons quand même vous présenter le groupe Société Générale dans le monde, en Afrique, son engagement également pour la diversité et l'inclusion et quelques actions concrètes du groupe Société Générale en faveur des femmes entrepreneurs au travers portées par ces différentes filiales. Donc, sans plus tarder, le groupe Société Générale dans le monde. Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. Société Générale s'appuie sur un modèle diversifié et intégré, porté par 3 pôles métiers complémentaires, la banque de détail, la banque de services financiers internationaux, la banque de grande clientèle et de solutions aux investisseurs. Le groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation, et tout cela porté par une stratégie de croissance durable afin d'être, et je pense de demeurer, le partenaire de confiance de ses clients engagés dans les transformations positives. Le groupe Société Générale, en quelques chiffres, c'est un peu plus de 31 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, plus de 149 000 collaborateurs, une très forte présence de par le monde dans 67 pays, un peu plus de 3 800 millions d'euros de résultats nets par du groupe à 2019, 25 millions d'euros de produits nets bancaires. Le groupe Société Générale est également porté par 4 piliers qui sont ses valeurs: l'esprit d'équipe, l'innovation, la responsabilité et l'engagement que nous retrouvons dans tous les services et dans toutes les actions au travers de tous les collaborateurs du groupe Société Générale. Je laisse sans plus tarder Yenita vous présenter le groupe en Afrique. Justine, tu parlais d'engagement et je pense que l'engagement du groupe en Afrique est certain depuis plus de 100 ans. Je pense que c'est une histoire qui s'écrit depuis plus de 100 ans dans beaucoup de nos filiales, notamment au Maroc, où le groupe est le premier groupe financier privé et avec des positions très fortes dans des filiales comme la Côte d'Ivoire,
qui est la première banque de l'UEMOA en termes de taille de bilan. Je pense que ça se confirme encore sur l'année 2020. Au Cameroun aussi, première banque du pays. En Algérie, première banque à capitaux privés. Et en Guinée, deuxième banque. Donc, toujours avec des positions de leader assumées et affirmées avec cette forte ambition de rester très présent. Et c'est l'un des rares groupes européens à rester très, très présent en Afrique, et surtout en Afrique francophone, mais aussi avec des présences, notamment au Mozambique, qui est lusophone, et puis jusqu'à Madagascar. Donc, en Afrique, c'est 11 000 collaborateurs, 3 millions de clients et plus de 150 000 clients entreprises, avec une présence dans plus de 20 pays et plus de 50 ans en Afrique de l'Ouest, au Cameroun aussi, et en Guinée, plus de 30 ans. Donc, je pense que c'est un groupe qui est très ancré en Afrique et qui assume pleinement son engagement vis-à-vis du développement de l'Afrique, dont fait partie évidemment ce partenariat avec WIA. Pour passer justement à un des axes majeurs de cet engagement, donc l'engagement pour la diversité et l'inclusion de Société Générale, donc à la slide suivante. C'est un engagement qui se fait de plus en plus visible et pratique depuis quelques années et depuis justement le lancement de cette approche Diversity for Africa, qui consiste vraiment en Afrique comme partout dans le monde, mais encore plus en Afrique aussi, construire avec nos clients un avenir vraiment meilleur, durable, apporter des solutions financières responsables et innovantes, certes, mais aussi en interne à pratiquer cet engagement-là pour l'inclusion, pour créer un environnement de travail vraiment propice pour l'équité vis-à-vis du genre, promouvoir vraiment la diversité des collaborateurs à l'image de ce que sont nos clients et de ce que sont nos sociétés, et lutter activement contre toute forme de discrimination. Donc, ça passe par la promotion effectivement des femmes, c'est sûr, par la promotion aussi et par l'acceptation vraiment sans aucune discrimination des personnes en situation de handicap. 44% de femmes dans managers, déjà, c'est pas assez, mais c'est déjà un engagement pris et réalisé. 25% de femmes dans les comités de direction. Dans certaines filiales en Afrique, on va jusqu'à 40%, ce qui est plutôt rare, mais on ambitionne de prendre le pouvoir totalement et de passer au moins à la moitié dans un très proche avenir. Donc, je dirais que c'est très confortable et rassurant de travailler dans un groupe qui vit et qui traduit en acte, en fait, les engagements en termes de promotion du genre, en termes de favorisation de la diversité. Et Justine, tu as certainement des exemples sur la Côte d'Ivoire à nous partager. Oui, des exemples en matière de diversité. Je pense que la Côte d'Ivoire est totalement embarquée dans ce que tu viens de décrire tout à l'heure dans ta présentation. Mais cela est encore d'autant plus appuyé car le groupe Société Générale est également engagé dans le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, pour ne citer que quelques exemples d'actions concrètes que nous avons pu mettre en œuvre au sein de la filiale de Société Générale Côte d'Ivoire, au travers de sa fondation, qui a soutenu un projet appelé projet Spark d'insertion professionnelle de jeunes filles en les aidant à développer leurs idées de création d'entreprise et également révéler tout leur potentiel entrepreneurial. 25 femmes ont été sélectionnées dans le cadre de ce projet que nous avons soutenu et ont toutes été formées. Des formations auxquelles ont pris part les collaborateurs de Société Générale de par leurs expertises différentes. Et cela est très important à souligner et confirme l'engagement du groupe à accompagner l'entrepreneuriat. À l'issue de ce programme, 3 d'entre elles ont été sélectionnées et ont été soutenues par le groupe et plutôt par la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire.
Et une deuxième cohorte a déjà commencé à être formée et nous devions, dans les mois à venir, connaître les 3 prochaines lauréates de ce concours. Donc, un autre exemple éventuellement qui a porté également sur la rénovation et l'extension d'un centre de formation à des métiers dédiés à des jeunes femmes et des jeunes filles, toujours portés par notre envie de soutenir l'entrepreneuriat féminin, pour ne citer que ces 2 exemples. Voilà. Sénabou, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet et passer à la slide suivante. Alors, donc, comment convaincre les banques d'accompagner votre projet? Je pense que toutes les femmes entrepreneurs et toutes les femmes connectées à ce webinaire se sont posées cette question au moins une fois. Aujourd'hui, nous allons essayer, Yenita et moi, d'apporter quelques éléments de réponse pour vous driver, en tout cas, et vous emmener à aller vers vos banquiers, à aller vers vos banques. Cela, nous allons le faire en 2 étapes. La première étape est celle qui nous permettra de vous aider à identifier dans le temps la bonne période, le bon moment pour rencontrer son banquier lorsqu'on a mûri un projet. Et la seconde étape nous permettra également de vous donner les points essentiels et les points clés sur lesquels vous devez vous appuyer pour convaincre les banques d'accompagner votre projet. Donc, tout de suite, pour passer à cette première étape de notre échange sur cette question, à quel moment est-il indiqué, à quelle étape est-il indiqué de rencontrer son banquier? Un projet part de la naissance d'une idée, donc on parlera d'idéation. À cette étape, vous avez créé un concept, vous en avez analysé les conditions de succès sur le marché, vous vous posez encore des questions, je pense, parce que vous pensez au niveau de risque que vous allez prendre. Et je pense autant que vous, vous avez encore des craintes, vous êtes encore en train de mûrir cette idée naissante, autant les banques n'auront pas convenance à cause du niveau de risque que cela représente à cette étape de pouvoir vous accompagner dans un éventuel financement. Donc, pour être réaliste et dans la vraie vie, à cette étape, les entrepreneurs sont amenés à eux-mêmes à mettre au pot, donc à faire peser cette idée sur leurs revenus propres afin de la voir croître. Donc, quand vous avez conçu ce projet et créé votre concept, quand vous en avez analysé les différentes conditions de succès sur le marché et que vous en êtes convaincu, vous passez à une autre étape qui est l'étape de création. Alors, vous prenez une décision de créer votre entreprise ou de créer un prototype parce que peut-être vous avez une entreprise existante, mais vous souhaitez vous lancer sur un autre produit pour compléter votre gamme. Donc, encore à cette étape, et éventuellement, il y a toujours des risques que vous ne maîtrisez pas. Il y a toujours encore des doutes que vous êtes censé apaiser par la mise en œuvre de ce prototype afin de pouvoir le tester sur le marché. À cette étape, les financements que vous pourrez éventuellement avoir sont soit des financements que vous-même vous apportez, des financements que vous pourrez éventuellement lever auprès d'amis ou des membres de votre famille ou bénéficier de subventions, car cela existe au travers d'institutions de développement, quelquefois, qui mettent à disposition d'entrepreneurs des subventions pour tester ou pour épurer un peu plus les projets qu'ils comptent développer. La prochaine étape est l'étape d'amorçage. Ça veut dire qu'on a créé l'entreprise, on a créé un prototype et on est prêt parce qu'on a balisé un peu tous les contours environnementaux, tous les contours liés au marché, tous les contours liés à diverses contraintes qui peuvent être d'ordre technique liées à la production. On est prêt à lancer son projet et on parle de phase d'amorçage. Alors, lorsqu'on est à la phase d'amorçage, oui, on a la capacité de rencontrer son banquier. Et c'est la bonne phase pour rencontrer son banquier parce que ce projet, cette idée, on a eu le temps de la mûrir, on a eu le temps d'en faire peut-être différentes enquêtes auprès de potentiels utilisateurs d'un marché cible et on a des éléments de confort à apporter au banquier sur pas mal de réponses. Donc, en phase d'amorçage, oui, vous pouvez rencontrer votre banquier en tant qu'entrepreneur.
oui, vous pouvez vous rapprocher de votre banquier pour lui présenter votre projet. Et tout à l'heure, dans la seconde étape, nous allons vous montrer les points sur lesquels vous devez vous appuyer. Après la phase d'amorçage qui vous aura permis de tester le marché cible que vous auriez identifié, certainement de pouvoir aisément vous développer sur le marché et présenter des facteurs de succès, vous souhaitez croître et donc grappiller encore d'autres parts de marché dans votre environnement. On parle de croissance. À cette étape, vous pouvez encore compter sur l'appui de votre banque ou des banques pour vous accompagner afin d'organiser votre développement sur le marché sur lequel vous vous trouvez. Enfin, une dernière étape qui est l'étape d'expansion. L'étape qui fait naître en général l'envie d'explorer d'autres marchés que ceux sur lesquels vous vous trouvez, donc des marchés, notamment des marchés à l'international. Et encore à cette étape, les banques sont disposées à vous accompagner pour vous accompagner dans cette expansion au travers de diverses solutions de financement et de divers mécanismes. Donc, en résumé, la phase amorçage est la phase propice pour rencontrer son banquier et espérer être accompagné sur son projet. La deuxième étape de comment convaincre les banques d'accompagner notre projet. Zainabou, si tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Alors, j'avais parlé des différents points sur lesquels vous deviez vous appuyer pour convaincre les banques ou votre banquier de vous accompagner dans votre projet. Alors, pour convaincre son banquier, il faut avant tout avoir un projet solide. On suppose que vous ne prendrez pas un rendez-vous avec un banquier pour aller lui présenter un projet qui présente encore peut-être des fragilités ou dont vous n'en avez pas la totale maîtrise et pour lequel vous ne maîtrisez même pas le marché sur lequel vous souhaitez écouler votre produit. Vous devez donc montrer patte blanche et lui prouver qu'il peut aisément investir dans votre projet sans risque. Pour cela, vous devez vous munir d'un business plan. Business plan qui doit notamment contenir la présentation de votre projet, une étude de marché que vous auriez conduite, ou soit vous-même, soit par l'aide de cabinets spécialisés, votre business model, alors quelles sont les conditions ou le modèle de vente que vous avez retenu, ou encore votre plan de financement. Vous devez également démontrer que votre projet est réaliste et qu'il répond à un besoin spécifique au marché ou au cœur de cible que vous auriez identifié. Enfin, il ne faudrait surtout pas aller vers votre banquier avec une approche théorique du marché. L'idéal est de vous confronter au terrain. Donc, cette phase, notamment la phase de création de votre prototype, la phase de test du marché cible est très importante et vous permettra justement de nourrir votre argumentaire auprès de votre banquier qui pourrait bien entendu avoir des réticences et il est important de pouvoir suivre ces différentes étapes-là et avoir la bonne maîtrise de son projet et de son marché avant d'arriver face à son banquier ou face aux banques. Je laisse Lenita vous présenter les autres points essentiels sur lesquels vous devez vous appuyer dans la conduite en fait, de votre démarche auprès des banques. Merci, Jocelyne. Pour en revenir à vous-même, vous qui êtes le porteur de ce projet, parce que la confiance de la banque s'établit d'abord sur la personne avec qui elle transacte. La banque, c'est un métier de confiance. Hein. Je pense que vous le savez tous. C'est déjà de vous présenter de telle sorte à ce que vous inspiriez confiance aussi, au-delà de votre projet. Et donc, de bien... Allô. Votre CV, de montrer que vous ne pouvez pas, vous aurez été ingénieur agronome, que vous voudriez maintenant faire de l'hôtellerie, ça ne serait pas totalement hors de propos. Simplement, il faut valoriser vos soft skills, donc
vos compétences peut-être en termes de rigueur de gestion, en termes d'analyse, de rigueur d'analyse, qui vous serviront effectivement à développer un projet dans l'hôtellerie, qui est un métier effectivement qui nécessite de la rigueur, qui nécessite de bien comprendre, décortiquer le marché, les habitudes des clients et autres. Donc, c'est important de faire cette corrélation-là dans votre CV entre votre parcours et le projet que vous souhaitez et de bien le détailler, parce que ça ne se devine pas. Et encore une fois, le but étant de convaincre qu'on peut avoir confiance dans vos capacités pour mener le projet que vous avez souhaité lancer. Donc, préparez aussi soigneusement votre entretien. On revient à la confiance. Vous serez jugé sur votre comportement. Je dirais que ça, c'est un peu commun à tous les domaines, hein, que ce soit avec votre banque ou avec quiconque. Les 20 premières secondes comptent, on ne le dira jamais assez. Mais aussi, votre personnalité. N'ayez pas peur de la montrer. N'ayez pas peur d'exprimer votre enthousiasme vis-à-vis de votre projet et entraînez-vous vraiment à soigner votre pitch, à transmettre cette passion que vous avez pour votre projet sans négliger effectivement qu'il faut savoir raison garder et ne pas se lancer dans des supputations qui seraient totalement fantasques. Bien entendu, préalablement, vous aurez travaillé votre projet, donc vous saurez qu'il faille absolument présenter les choses de façon claire et nette, mais préparez cet entretien, essayez-vous devant le miroir ou avec des connaissances, avec votre équipe, pour savoir quelles seront les quelques phrases percutantes aussi qui vont aider à placer votre projet de cœur au centre de l'intérêt de votre banquier également. Ensuite, c'est important aussi pour assurer d'essayer de produire des engagements, des attestations de futurs clients autant que possible. Certes, il y a des projets pour lesquels vous ne les aurez pas parce que, par exemple, votre consommateur final est le consommateur lambda, c'est une cible directement grand public. Mais si vous vous adressez à des entreprises et que vous avez déjà fait la démarche comme il le faudrait, d'aller voir quelques potentiels clients, ce serait bien et ça aide votre dossier de présenter quelques attestations, quelques engagements de clients qui seraient intéressés par le produit une fois qu'il sera sur le marché. Zainabou, on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Apporter des fonds, c'est primordial. Je dirais c'est primordial et trop souvent, on se rend compte qu'on l'a fait, l'entrepreneur l'a fait, mais n'a pas consigné cet apport de fonds-là, ne l'a pas valorisé. Alors qu'on a investi, on a fait le prototype, on a engagé des frais pour la création de l'entreprise, mais tout ceci n'a pas été consigné. On a peut-être eu une aide financière, les dépenses ont été réalisées, mais le bilan d'ouverture, en fait, n'est pas une pratique courante, alors qu'il permet d'évaluer jusqu'à quel point vous vous êtes engagé pour votre entreprise, le fait que vous vous êtes mouillé, comme on dit, et de rassurer sur le fait que ce n'est pas quelque chose que vous prenez à la légère et utilisez dans votre business plan, comme on le verra tout à l'heure, comme étant un apport personnel. Donc, apporter des fonds, c'est important, mais surtout aussi, parce que ça, c'est systématique, en général, vous les apportez, mais surtout, n'oubliez pas de consigner cet apport, de garder les factures qui le prouvent et de faire un bilan d'ouverture qui permet de le montrer et de le valoriser auprès de votre banquier. Ensuite, ça, c'est très, très important aussi parce que ça se voit surtout aussi sur les femmes entrepreneurs, pour le peu que j'ai pu avoir comme expérience. Ne minorez pas votre demande de financement. Ne minorez pas votre besoin de financement. Pensez effectivement, outre les investissements, à une trésorerie suffisante pour les premiers mois, pour résister aux aléas, et puis pour passer le temps où vous aurez que des charges, le temps de la production, le temps de séduire les clients qui sont dans votre cœur de cible, le temps de signer les contrats et le temps d'être payé pour ces contrats. Parce que vous allez peut-être être amené à accorder des délais à vos clients,
surtout si vous commencez, vous êtes en pouvoir de négociation plutôt faible. Donc, n'oubliez pas cette trésorerie-là qui vous permettra de survivre effectivement sur ces premières semaines, ces premiers mois. Et n'oubliez pas non plus d'évaluer de façon très exacte le besoin de financement, les investissements à faire. Ne pensez pas que le montant effraiera et que donc il faille le minorer parce que vous allez avoir un shortage très rapidement de trésorerie que vous ne saurez pas comment combler. Donc, ne minorez surtout pas votre besoin de financement. Si tout est justifié, c'est-à-dire tout est bien évalué et tout concourt à la réalisation du projet, il n'y a pas de raison que le banquier s'éloigne de ce montant-là. Et enfin, last but not least, entourez-vous. Entourez-vous. Le banquier est plus rassuré quand vous n'êtes pas tout seul à vivre votre idée dans votre coin. Quand vous avez une équipe, vous avez un bon réseau, contactez les structures d'aide, les structures d'accompagnement. Il y en a dans chaque pays. Je ne saurais pas citer celles de tous les pays, mais je pense qu'à ce stade, il y en a à peu près dans tous les pays africains et probablement overseas également. Des incubateurs, des chambres de commerce. Informez-vous, les communes, les départements, tous mettent en œuvre quelques programmes, même s'ils ne sont pas aboutis, ils peuvent quand même vous aider à trouver votre voie et montrez-le à votre banquier. Au-delà de toutes ces institutions, Société Générale même aide justement à développer votre business et c'est pour ça que nous avons créé les maisons de la PME. Je laisserai mon collègue Moriba vous expliquer, mais c'est vraiment le but d'entourer les entrepreneurs de toute cette aide-là qui leur permet de maturer leur projet et de ne pas être tout seul dans cette période de création d'entreprise ou de création d'un nouveau projet. Moriba, si tu veux bien, je te laisse la parole pour que tu donnes quelques mots sur les maisons de la PME et comment elles aident les entrepreneurs à développer leurs projets. OK, merci Yanida. OK, la maison de la PME vient effectivement participer à comment rendre son projet attractif auprès du banquier. La maison de la PME manifeste la volonté du groupe Société Générale et de ses partenaires d'apporter une contribution à la problématique des petites et moyennes entreprises et des TPE en Afrique. Dans nos États, c'est 80% du tissu économique qui est détenu par les PME, mais celles-ci ont très peu accès au financement. Donc, la maison de la PME est une articulation de suivi, de conseil et de financement qui est proposée aux entreprises autour d'une plateforme d'accompagnement et de financement. Elle offre deux services bien précis, des services financiers ou bancaires qui ont trait au financement de l'exploitation des investissements et l'innovation que met en avant le groupe Société Générale au niveau de la maison de la PME. Ce sont les services non financiers qui sont offerts par des partenaires spécialisés, étatiques et privés ou locaux et internationaux. Donc, sous forme de business center, la maison de la PME prend en compte les besoins de l'entreprise depuis sa création jusqu'au financement. Alors, pour quel objectif? Favoriser l'émergence d'un tissu de PME africaines performantes par la mise à disposition de produits et services structurés appropriés à leur profil. Quelles sont les offres? Elles sont multiples, variées et sont regroupées sous les deux services qui sont proposés. Les produits financiers bancaires qui ont trait au financement et les produits non financiers qui concernent la structuration de la PME par la formalisation de projets, par l'accompagnement à l'export, par la formation et le coaching, par du networking, par du réseautage, etc. Côté animation, la maison de la PME regroupe en son sein tout l'écosystème économique permettant à cette PME-là de se développer et possède
par la mise en relation directement avec les structures d'encadrement et de suivi des pays, par des formations dans divers domaines d'activité délivrées soit par nos experts métiers sur des produits bancaires ou aussi par nos partenaires sur des thématiques permettant le renforcement des capacités des PME, par également des événements sous forme de panels d'échange, toujours animés par nos différents partenaires au sein de la maison de la PME. Un exemple concret d'activité au sein de la maison de la PME, je vais vous proposer celui de la maison de la PME de Société Générale Côte d'Ivoire. La maison de la PME de Société Générale Côte d'Ivoire est ouverte officiellement depuis septembre 2019 et elle compte à ce jour 16 partenaires pour l'accompagnement des PME sur leur gouvernance. Elle dispose d'un espace partenaire de 3 box où nos partenaires se relaient toute la semaine pour recevoir les prospects et répondre directement à leurs différentes préoccupations. Nous avons enregistré de ce fait 647 visites de prospects depuis l'ouverture de la maison de la PME de Société Générale Côte d'Ivoire. Donc, notre maison de la PME dispose également d'une salle de formation de 70 places qui est modulable en trois espaces permettant de tenir des ateliers de formation, des conférences, des panels d'échange ou divers autres événements pour justement la structuration des PME. Nous enregistrons 16 formations et événements délivrés à l'endroit des PME depuis l'ouverture de la maison de la PME Société Générale Côte d'Ivoire. Des activités qui se sont déroulées soit en présentiel dans nos espaces, soit par webinaire, et cela depuis la survenance à la crise à Covid. Nous avons enregistré 785 participants à ces différentes formations avec des retours assez satisfaisants. Je vous cite là, pêle-mêle, quelques thèmes de formation qu'on a délivrés à l'endroit de nos PME. On a quel plan de reprise d'activité dans le contexte de la pandémie à COVID-19. On a également comment rassurer votre banquier et obtenir davantage de financement. On a présenté également le 6 quadra révisé, quels en sont les enjeux et les impacts. On a fait une présentation sur l'année fiscale 2020. Un autre thème, l'engagement des équipes, facteur clé de succès des entreprises. Réinventer son modèle d'affaires par le numérique. C'est aussi le lieu de signaler que tous nos partenaires privés ou publics qui nous accompagnent dans la structuration de nos PME sur la gouvernance, nos experts métiers de Société Générale Côte d'Ivoire participent également à cet accompagnement par la délivrance de formations sur nos produits bancaires afin de permettre aux PME de les connaître, de se les approprier dans le cadre de leur relation avec la banque. Merci, Moriba. Merci. Ah, pardon, tu n'avais pas fini? Pardon. Non, je termine rapidement. Nous avons de ce fait délivré quelques formations sur le crédit bail. Nous finançons votre matériel par crédit bail. Yop Business, des solutions sur mesure pour mon entreprise. Le crédit bail est un moyen de financement adapté aux entreprises dans un contexte de crise sanitaire. Avec la facture, n'attendez plus l'échéance de vos factures, nous les préfinançons. Les opportunités de diversification des placements des PME à travers le marché financier. Donc, à ce jour, 8 maisons de la PME ont été ouvertes. Ça, c'est la slide suivante, s'il te plaît. Donc, à ce jour, on a 8 maisons de la PME qui ont été ouvertes dans les différentes filiales de Société Générale en Afrique. On a celle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Ghana, de la Guinée, du Bénin, du Cameroun, de Madagascar et celle du Mozambique qui va ouvrir bientôt. Donc, elle propose tout un accompagnement multidimensionnel en conseil bancaire, accompagnement à la structuration, soit en présentiel ou par webinaire, tout cela en privilégiant la responsabilité sociétale des entreprises. Merci, Yenita, je te laisse la parole pour continuer. Vas-y, Jocelyne.
D'accord, ok. Donc, pour poursuivre un peu sur, donc après cette belle présentation de Moriba sur nos différentes maisons de la PME qui demeurent disponibles à vous accueillir, hein. Vous avez vu la cartographie aujourd'hui des maisons de la PME. N'hésitez pas à vous y rendre où que vous soyez. Nous allons continuer et aller un peu plus dans le détail de ce que la banque attend et souhaite avoir comme élément afin d'être convaincu de vous accompagner dans votre projet. Tout à l'heure, nous avions parlé des éléments sur lesquels il fallait vous appuyer pour convaincre le banquier de vous accompagner dans votre projet. Et dans ces éléments, l'un des éléments clés était de se munir de son business plan. Alors, que doit contenir ce business plan? Le business plan contient plusieurs parties, présente plusieurs parties. Et les éléments phares que vous devez mettre en lumière dans votre business plan, déjà le sommaire. Il faudrait que votre sommaire soit attractif. Il ne faudrait surtout pas que déjà au sommaire, les banques n'aient plus envie de poursuivre la lecture de votre document. Donc, plus le plan de votre sommaire sera simple et clair, plus il sera attrayant et vous devez faire une part belle à l'introduction de votre projet. La description de l'entreprise porteuse du projet. Il est très important de bien décrire l'activité de votre entreprise, de bien décrire la structure de l'entreprise, de décrire également les fondateurs et tous ceux qui constituent les maillons essentiels au développement de votre entreprise. Les postes clés que vous pensez indispensables et qu'il faudra absolument créer pour faire de ce projet une réussite. Précisez également la zone géographique de votre entreprise ou les différents sites sur lesquels vous comptez vous installer et les besoins auxquels cela répond. L'analyse du marché. Il faudrait préciser dans votre business plan déjà le marché cible et confirmer que ce marché cible répond aux produits et aux services que vous souhaitez mettre à leur disposition. Pensez pour cela à faire une analyse SWOT, donc une analyse qui mettra en évidence les forces de votre projet, les faiblesses également, les forces de votre projet, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Si vous avez pleine conscience de ces 4 éléments, nous pensons, et le banquier pensera également, que vous pouvez trouver tous les éléments qui viennent contrebalancer en ce qui concerne les faiblesses, les éléments de faiblesse, et en ce qui concerne les menaces, les éléments de menace. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur des sources existantes, des études de marché existantes, des rapports, des articles, mais de votre propre expérience terrain également pour nourrir cette analyse de marché. L'analyse de la concurrence. Point également très important à mettre en avant dans votre business plan. L'analyse de la concurrence vous permettra déjà d'identifier tous ceux qui sont sur le même secteur sur lequel vous souhaitez vous lancer et sur la même cible. Quand vous les avez identifiés, vous avez la capacité de vous situer tout de suite en termes d'échelle par rapport à leur présence sur le marché. Il faudra porter une attention également particulière à toutes les barrières que vous pourrez avoir à l'entrée qui pourraient vous empêcher de pénétrer ce marché. Bien entendu, exposer aux banquiers les facteurs d'atténuation qui vous permettent de dire que malgré toutes ces difficultés, je souhaiterais quand même prendre ma place et faire mon expérience de l'entrepreneuriat dans cette activité et face à cette cible que j'ai identifiée. Zénabou, slide suivante. Alors, pour continuer… Zénabou, pour la slide suivante, si c'est possible. Est-ce que c'est bon? Pour continuer sur le business plan, un des éléments… Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, Jocelyne? Oui, c'est bon? Vous m'entendez? Je ne sais plus à quel moment vous ne m'entendiez plus. Non, on vous entend, c'est bon. D'accord, ok. Continuer. D'accord. Donc, les autres éléments phares du business plan, la stratégie marketing, vous ne pouvez pas vous lancer sur un marché sans
avoir une stratégie sans vous faire accompagner en fait par une stratégie marketing qui doit être articulée autour de 4 points fondamentaux. Le produit ou le service, le prix auquel vous souhaitez mettre votre produit sur le marché, le modèle de distribution que vous souhaitez retenir et surtout le modèle de communication. Il faudrait également vous munir d'un plan, il doit également intégrer ce business plan, un plan financier. Ce plan financier est très important et déterminant. Pour cela, il faudrait que vous preniez votre temps. Pour réaliser un bon plan financier, il faudrait que vous preniez le temps d'énumérer et chiffrer tous les besoins inhérents à la réalisation de votre projet. Aucun besoin ne doit être sous-estimé. Je pense que Yenita l'a précisé dans une précédente slide. Ne minorez pas votre projet afin de vous donner des chances d'obtenir un financement. Tous les besoins inhérents à la réalisation du projet doivent être énumérés, chiffrés, quantifiés. Ils partent des besoins liés à la conception de votre produit, des besoins liés à votre installation, des besoins liés à l'acquisition de matériel de transformation pour ceux qui se lancent dans des unités de transformation. Vraiment, tous les besoins doivent être estimés. Entre les coûts d'acquisition, les coûts de transport, rien ne doit être minoré. Vous devez également pouvoir faire une estimation cohérente de vos profits, de vos pertes, et vous projeter de telle sorte à pouvoir identifier le point mort, donc qui est le seuil minimum, le niveau d'activité minimum qui vous permettra d'être rentable. Identifier ce point permettra au banquier d'être confortable sur votre calendrier en fait, de programmation, de réalisation de votre projet et de confirmer qu'il est réaliste. Enfin, se munir de quelques annexes. Ils ne sont pas indispensables, mais ils peuvent être utiles puisqu'ils peuvent contenir des documents qui viennent conforter ce que vous aurez déjà présenté dans le business plan. Ça peut être votre CV. Yenita a parlé du CV dans sa présentation. C'est très important. On a besoin de savoir à qui on a affaire, quelles sont les compétences de cette personne et quelles sont les compétences qu'elle a pu acquérir qui lui permettront d'adresser son projet de manière qualitative. Voilà un peu ce que je peux dire sur les éléments phares du business plan. Nous avons souhaité, dans cette dernière partie de la présentation que nous allons entamer, mettre en lumière 10 questions importantes, clés, que vous devez vous poser vous-même avant de rencontrer votre banquier. Je laisse Yenita vous entretenir sur ces points. Oui, donc on y est. On est passé de l'idéation à la création, on a fait les études et tout. Et voilà, le moment est probablement arrivé. En tout cas, c'est ce que vous me demandez. Est-il temps maintenant de rencontrer mon banquier? Et pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main après tout son business plan et autres, au moment de l'interview avec son banquier, je vous propose en anticipation de vos questions, quelques questions qu'on sait être usuelles de la part des banquiers. Alors, donc, 10 questions. La première, c'est donc à qui s'adresse votre produit? C'est primordial donc de quantifier le marché qui a été visé par votre entreprise, et cela se fait par l'identification des cibles. Donc, il faut que vous sachiez à qui vous voulez vendre, à qui exactement vous voulez vendre, et sur quel marché, localement, à l'international, dans votre ville, dans la capitale, dans le pays, et quel type de clientèle c'est. Ça apportera vraiment une vision de la profondeur du marché à votre banquier. La deuxième question, c'est d'abord, quel est votre élément différenciant face à votre concurrence? Qu'est-ce qui fait que ce sera vous plutôt qu'un autre? Lorsque le marché est identifié, vous voyez se dessiner vos concurrents tout de suite. C'est important pour vous de vous situer vis-à-vis de vos concurrents, de sorte que vous ayez une vision claire de ce qui va vous différencier d'eux. Et ça va donner aussi une vision claire à votre banquier du potentiel de votre entreprise à remporter des parts de marché, de savoir comment elles sont distribuées à l'heure actuelle et quels seront vos arguments, quelles seront vos options qui vont vous permettre de récupérer les parts de marché que vous visez. En
Ensuite, quel est votre business model? Donc, c'est l'un des aspects les plus déterminants de l'entreprise. D'où viendront vos revenus? Quand est-ce que votre entreprise va atteindre son seuil de rentabilité? Jocelyne en parlait tout à l'heure, mais c'est important. Il n'est pas impératif, je le dis parce que ça semble être l'une des acceptions populaires, il n'est pas impératif d'être bénéficiaire la première année, mais il faut que vous soyez bénéficiaire dans le laps de temps que vous avez vous-même designé, que vous avez dessiné. Voilà, ça peut être au bout de 3 ans. À ce moment-là, je reviens à ma première intervention. Il ne faut pas minorer votre besoin de financement pendant toute cette période d'accompagnement. Ensuite, quel est votre plan de développement? Donc, votre timeline, à quoi ressemble-t-elle? Elle doit être réaliste, hein, encore une fois, avec des étapes clés de développement que vous aurez vous-même fixées, que vous pouvez partager avec votre banquier. Comment seront évalués les jalons pour montrer que vous suivez bien la trajectoire que vous avez designée? Quelle est votre roadmap précise de l'organisation de votre entreprise durant ce laps de temps, de son développement, et quand est-ce que effectivement vous allez commencer à gagner assez d'argent pour être rentable. Ensuite, la responsabilité, quelle est la responsabilité et le rôle de chacun des associés? C'est important, la forme juridique que vous allez choisir va la déterminer pour une part, et l'organisation aussi que vous allez choisir va la déterminer pour l'autre. Donc, il faudra faire les bons choix en termes d'investissement. Il faut aussi vous assurer de partager la même vision que vos associés, de rechercher la même chose. Est-ce que c'est une vision court terme, long terme? Il faut s'assurer de rechercher la même chose pour que l'harmonie entre les associés permette à l'entreprise de s'épanouir. Parce que trop souvent aussi, les divisions entre associés créent des tensions qui ne sont pas favorables à la prospérité de l'entreprise. Voilà, Jocelyne, tu veux bien compléter pour le reste des questions, s'il te plaît? D'accord. Donc, à la suite de Yenita, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ne pas travailler dans une des entreprises leaders du marché sur lequel on veut se lancer. Oui, vous trouverez peut-être difficile de répondre à cette question, mais cette question permet aux banquiers de confirmer votre engagement à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ne pas travailler dans une entreprise leader sur le marché, c'est décider de ne plus se soumettre à des horaires classiques à 7h30, 18h30, mais décider de pouvoir aller au-delà de ces horaires, par exemple, pour faire grandir, croître son projet. C'est faire des sacrifices au bénéfice du développement de son entreprise. On devient entrepreneur, on n'est pas salarié, donc la réalité est totalement différente. Donc, vous posez cette question, c'est vous-même, vous confirmez que, OK, il y aura des sacrifices à faire, OK, il y aura des contraintes, il y aura un changement, peut-être si vous étiez au préalable salarié, hein, bien sûr, il y aura des changements dans mon approche, dans ma façon de vivre même, puisque vous allez devoir quand même je vais consacrer du temps à cette entreprise et à son développement. Donc, vous poser cette question vous permettra vous-même d'aller chercher en vous les réponses pour confirmer que vous êtes prêt à vous lancer dans cette activité. Quel partenaire clé avez-vous réussi à convaincre pour encadrer et optimiser votre offre? On parle de partenariat dans le sens où peut-être un partenaire fournisseur, un bon partenaire dans la distribution. Quel partenaire avez-vous pu embarquer avec vous pour développer ce projet? En tant qu'entrepreneur, vous devez maîtriser votre écosystème dans lequel vous évoluez, connaître et échanger avec tous les autres acteurs de la place, aussi des partenaires institutionnels et même la banque, mais au-delà de ces partenaires, les partenaires dont je viens de citer éventuellement les caractéristiques, les fournisseurs, les distributeurs, ce sont des personnes importantes que vous devez rencontrer, connaître et de qui vous devez avoir l'adhésion pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. Comment ferez-vous pour attirer d'éventuels investisseurs? Yenita a parlé tout à l'heure
de soit investir dans une approche court-termiste ou investir dans une approche long-termiste. La stratégie de développement que vous aurez identifiée dès le départ en vous lançant dans cette activité vous permettra d'attirer les investisseurs qui pourraient répondre en fonction de votre vision à vos différents besoins. Donc, tout part de votre stratégie de développement et elle pourra bien entendu varier en fonction de ce que le fondateur ou l'entrepreneur aura décidé, le choix qu'il aura fait de sortir très rapidement avec une rentabilité ou de continuer le développement de son entreprise en s'assurant une rentabilité pérenne. Enfin, la 10e question. Nous sommes des femmes, vous êtes des femmes autour de ce webinaire. Est-ce que vous êtes la femme de la situation susceptible de réussir ce vrai pari? Je ne saurais répondre à cette question à votre place. C'est vous les femmes qui avez la réponse, vous les femmes entrepreneurs qui avez la réponse à cette question. Et donc, je vous laisse y réfléchir et commencez vous-même déjà à trouver les éléments de réponse à adresser à votre banquier lorsque vous serez face à lui. Voilà, donc ainsi s'achève cette présentation. Pour nous, Yenita, Moriba et moi, la femme entrepreneur, c'est la femme persévérante, c'est la femme inventive, c'est la femme curieuse, c'est la femme passionnée, merveilleuse et courageuse, déterminée à entreprendre parce que les femmes entrepreneurs, ce sont elles l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jocelyne, Yanita, et vraiment, je rejoins en fait les dizaines et les dizaines de remerciements. Le chat est en train de, j'arrive même plus à suivre. On a eu beaucoup de retours sur le pragmatisme et la pertinence de la présentation qui vraiment adressait en fait les préoccupations des entrepreneurs. Et donc, en ça, je vous remercie d'avoir fait ce travail de fond pour pouvoir répondre voilà, à toutes ces questions que se posent les femmes entrepreneurs. J'ai eu une question que je me disais, il fallait peut-être que je revienne dessus dans le chat. On nous demandait, est-ce que Women in Africa est une initiative de la Société Générale? Ça nous fait plaisir que cette question soit posée, tellement en fait Société Générale est présent aux côtés de Women in Africa. Non, en fait, Women in Africa est une fondation indépendante qui travaille avec beaucoup de partenaires, mais vraiment Société Générale est un des partenaires historiques et vraiment extrêmement présent à nos côtés. Et vraiment pour ça, on les remercie encore. Et donc, beaucoup de questions sur la disponibilité du support de présentation. J'ai mis dans le chat l'adresse mail contact@wia-initiative.com sur laquelle vous pourrez faire la demande pour avoir ce support une fois qu'on aura bien sûr l'autorisation de nos intervenants. Alors, on a des dizaines et des dizaines de questions. Très peu de temps qui nous reste. On va légèrement déborder, mais je pense que ça en vaut la peine. Effectivement. Voilà, nous avons des questions, beaucoup de questions de la diaspora qui se posent en fait cette question à savoir, est-ce que vous accompagnez aujourd'hui des personnes qui sont dans la diaspora et qui ont des projets d'implantation, des projets à déployer sur le continent africain? Je dirais oui, absolument, absolument, avec grand plaisir même. Peu importe d'où le projet vient, il faudrait juste qu'il soit mûri. Et pour qu'il soit accompagné localement, il faudrait qu'il se passe sur le territoire africain, dans un des territoires sur lesquels nous avons une présence. Autrement, nos maisons de la PME sont ouvertes à tous, clients et non-clients. Donc, même à distance, on fait du conseil aussi. Nos équipes sont très disponibles via email. On a tous les pages Facebook et LinkedIn. Donc, vous pouvez nous contacter via ces canaux et on se fera un plaisir de répondre spécifiquement à votre besoin d'accompagnement, même à distance. Alors, justement, la question subsidiaire, c'était quelle est la meilleure approche? La meilleure approche serait-elle d'aller directement voir son conseiller Société Générale dans la diaspora, soit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, ou en fait d'essayer de contacter une filiale sur le continent? Je dirais que ça dépend où va se dérouler le projet. Les maisons de la PME, c'est un projet purement africain de Société Générale pour l'instant.
Si le projet doit prendre forme en Afrique, je serais d'avis de contacter une des maisons de la PME dans la géographie où va se dérouler le projet, parce que l'accompagnement vise aussi à donner des éléments sur le marché, sur la connaissance du marché local, des règles juridiques locales, notamment des règles fiscales locales. Donc, pour peu que le projet doive se passer dans une de nos géographies en Afrique, je recommanderais de contacter les maisons de la PME du pays en question. D'accord. Alors, on a aussi, comment dire, pas mal de réponses sur pour les personnes qui commencent, et c'était l'objet justement de la première slide, savoir à quel moment on va approcher sa banque. Et les personnes se demandent en fait, est-ce que, par exemple, je suis un artisan, bon, j'ai un métier, j'ai un savoir-faire, mais je n'ai pas peut-être de boutique ou des choses comme ça, ou des personnes qui ont des idées. Est-ce que ce sont des personnes que vous êtes en capacité d'accompagner? Je vais juste Yenita, je ne sais pas si d'abord. tu... Non, vas-y, vas-y. Nous serions en capacité de les accompagner, mais il y a quand même un préalable pour nous. Ces artisans devront se structurer. Et pour les aider à se structurer, justement, nos maisons de la PME sont en partenariat avec, dans différents pays, des entités, soit des membrements de l'État qui essaient quand même d'accompagner le développement de l'entrepreneuriat dans les différentes géographies, ou des structures privées qui sont prêtes à les accompagner également par des formations, par du coaching à la structuration de leur activité, qui sera l'étape première à franchir avant que nous, banques, nous puissions intervenir dans une perspective de financement. Ça pourrait être éventuellement la banque, ou ça pourrait être via des microfinances partenaires également de Société Générale, microfinances dans lesquelles nous avons pour certaines contribué en tant qu'actionnaires et dont nous sommes fondateurs également. Donc, on peut les accompagner, mais nous allons les driver d'abord sur les étapes à franchir avant d'atteindre en fait la maturité qui permettra à la banque ou à la microfinance de prendre ce risque de financement sur eux. Voilà. D'ailleurs, on avait une question justement sur quelques exemples d'institutions de microfinance ou en fait d'institutions qui octroient en fait des subventions de démarrage, c'est-à-dire des fonds qui sont adaptés en fait à un démarrage d'activité. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être des exemples ou des structures? On comprend très bien qu'aujourd'hui, les maisons de la PME sont des structures qui sont mises en place pour accompagner les entrepreneurs sur cette phase aussi bien d'idéation, de structuration, de développement, de croissance, vraiment à toutes les étapes. Donc, rapprochez-vous vraiment des maisons de la PME si vous en avez sur vos territoires. On a eu d'ailleurs une question sur la phase de recherche et développement, parce qu'il y a certaines startups qui ont besoin en fait de financement pour cette phase-là. Je pense que ce sont des endroits sur lesquels vous pouvez être accompagné. Donc, si on pouvait juste avoir quelques exemples d'institutions partenaires qui travaillent à vos côtés. Je pense que, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, j'avais perdu Zenabo à un moment, mais bon, oui, vas-y, on Yenita. t'avait perdu, Zenabo. Non, je disais, vous m'entendez maintenant? Oui, là, on Oui, ça t'entend. va. Donc, je disais en fait que, juste pour résumer, on a compris que les maisons de la PME sont là, présentes pour accompagner les entrepreneurs à tous les niveaux de développement de leurs activités. On a eu d'ailleurs des questions sur la phase de recherche et développement pour certaines structures, par exemple dans les technologies, qui ont ce besoin-là de financer la recherche. Donc, est-ce qu'il y aurait des exemples d'institutions, soit dans la microfinance, dans le secteur financier, qui accompagnent, qui travaillent à vos côtés, ou d'autres, on nous a parlé aussi d'incubateurs. Est-ce que vous travaillez avec, voilà, si vous pouvez donner quelques exemples, voilà. Yenita, Oui, écoute, à l'échelle du groupe, je sais qu'on travaille avec Afrique Invest, notamment, qui investit en capital aussi dans des startups. On a un lab en interne, le lab innovation de Société Générale qui est en Afrique et qui incube justement des projets innovants parce qu'on a choisi cette option-là de partir sur l'innovation qui a une valeur.
et qui a incubé beaucoup de projets depuis 4-5 ans au Centime. On a beaucoup de partenariats. On t'entend pas très bien, Yenita. Là, ça va mieux, là? Là, ça... Je parle pas assez fort. Ça va mieux. Oui, OK. là, D'accord. Je disais qu'on a les structures d'accompagnement à la création d'entreprises aussi, les structures étatiques. Hein. Au Bénin, c'est l'APIEX. On a aussi Semecity au Bénin, qui est un des partenaires de la maison de la PME, qui crée un environnement favorable pour les entreprises pour développer leurs prototypes, qui les finance en partenariat avec différents partenaires au développement, donc qui est très actif au Bénin notamment. Je sais qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Justine pourra donner quelques exemples. Pardon, tu m'entends? Oui, c'est bon, on t'entend. D'accord. Tu parlais donc parce que je t'avais perdu à un moment donné. Ah, d'accord. La connexion étant instable. Je souhaitais que je donne des exemples sur les structures d'accompagnement à la création d'entreprises et au financement de start-up. Allô? Tu nous entends? Non? Bon, je pourrais enchérir à la place de Jocelyne. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, on a quand même également des structures étatiques comme le CPC, le ministère pour la promotion des PME avec ses différents démembrements. Et également, on a des partenariats qu'on tisse comme ça avec certains incubateurs, certains accélérateurs de compétences pour les entreprises. Donc, je dirais que c'est le lieu de... En fait, ces structures-là diffèrent d'une implantation à l'autre. Donc, ce serait bien pour les différents concernés de contacter les maisons de la PME des différentes implantations pour les mettre en relation avec les structures qu'on a en notre sein. Oui, Monsieur Bamba, puisque vous êtes là, je vais vous garder un peu. Il y a aussi beaucoup de questions sur les maisons de la PME, comment accéder aux maisons de la PME. On m'a même demandé est-ce que c'était payant, est-ce qu'il fallait adhérer. Voilà. Donc, je vais vous laisser peut-être revenir et clarifier juste cet aspect-là. Non, la maison de la PME est ouverte à toute personne, à toute personne désirant créer son entreprise, à toute PME existante, qu'elle soit cliente ou non de Société Générale. Donc, les formations qui y sont déroulées ne sont pas payantes. Elles sont mises à disposition de nos PME de façon gratuite de par le partenariat qu'on a avec elles. Il n'y a pas d'abonnement, il suffit simplement de visiter ces maisons de la PME et d'y rencontrer nos différents partenaires en fonction du besoin de la PME. Si vous tapez Google Maison de la PME, Société Générale Côte d'Ivoire ou Société Générale Bénin, vous allez trouver les adresses sans problème, ou sur les pages officielles de nos différentes implantations. Alors, oui, donc on va peut-être prendre juste 2 dernières questions parce qu'on a dépassé vraiment le temps. Il y a beaucoup encore de questions et merci vraiment pour l'intérêt que vous manifestez sur ce sujet. On a beaucoup la question en fait de l'innovation et de la création et notamment parce que la banque aussi, son métier, c'est de voir comment évaluer les risques, où est-ce que par rapport à ses investissements, etc. J'aimerais juste vous entendre sur ça. Est-ce qu'il y a en fait des possibilités d'accompagner l'innovation ou des projets peut-être prometteurs à forte, comment dire, des projets ambitieux, mais qui sont juste à une étape d'idéation? Justine, tu veux y aller ou je commence? Oui, des promoteurs qui sont... Moi, si vous m'entendez, ça va parce que j'ai une connexion un peu instable en ce moment. Des gens porteurs de projets en phase d'idéation. Comme je pense Yenita l'a dit tout à l'heure et Moriba l'a en général, les encadrer ou les mettre en relation avec des partenaires qui pourraient les aider justement à structurer ce projet en phase d'idéation. À ce stade, et je pense l'avoir précisé dans la présentation, malheureusement, la banque classique que nous sommes ne seront pas en mesure de pouvoir les accompagner. Après, il y a des incubateurs, il y a des labs d'innovation qui existent. Le groupe Société Générale
Générale a investi dans un lab d'innovation à Dakar. On a un lab également, je crois, À Casa. au Maroc. Yenita, je ne sais pas si tu as À Casa. à Casa, Oui, à Casa. voilà, au Maroc. Voilà, ce sont des labs qui soutiennent l'innovation. Donc, on n'est pas totalement déconnecté de cette réalité d'accompagner des porteurs d'idées ou de projets, mais notre action se limite justement à les aider au travers de nos différents labs à concrétiser en fait leur prototype ou leur projet, confirmer qu'il répond à un besoin et après les accompagner au travers de nos maisons de la PME ou d'autres partenaires tels que les fonds d'investissement. Elle a parlé de Afrique Invest. On travaille également avec Omwe Capital qui est investi dans plusieurs pays en Afrique également. Voir l'intérêt de pouvoir soutenir leur projet dans une première phase avant que nous, banques, on puisse intervenir sur une approche de dette, donc de financement. Voilà. Et je pense que c'est mieux ainsi. Quelque chose. Oui, Voilà. oui, mais tu as tout à fait raison et c'est mieux ainsi parce que dès que la banque finance, le compteur commence à tourner pour le remboursement et c'est mieux d'avoir une structure dans laquelle la banque investit pour accompagner justement ce prototypage, pour laisser le temps de voir les choses. Comme je le disais, c'est City qui fait des choses merveilleuses au Bénin, justement dans l'accompagnement de ce prototypage-là, qui donne un environnement aux entreprises pour maturer avant que le projet ne soit prêt à être financé à grande échelle, comme c'est le cas avec la banque. Oui. Juste une dernière question que par contre je ne peux pas en fait ne pas poser parce qu'on parle d'entrepreneuriat féminin et il y a une question sur les garanties. On sait qu'en fait c'est un vrai blocage pour les femmes pour l'accès au financement et donc il y a cette question qui est posée en fait sur les garanties parce que souvent c'est ce qui pose problème. Quels sont en fait aujourd'hui peut-être des conseils voilà, que vous pourrez donner à une femme qui va être confrontée à cette problématique de garantie pour accéder en fait au financement bancaire? Je dirais que les banques, et particulièrement Société Générale, a conscience de ce sujet et fait beaucoup pour justement accompagner les entrepreneurs féminines sur ce volet-là, avec des partenariats, avec par exemple des fonds de garantie comme l'AS et AGF aussi, African Guarantee Fund, qui permettent de pallier en fait cette disponibilité de garantie. C'est à dessein que nous n'avons pas fait un point crucial parce que c'est vrai que ça fait partie de la décision de Grady, mais à un degré très, très moindre que le projet en lui-même. Et ayant conscience de s'adresser à une cible qui n'en dispose pas particulièrement en règle générale, la banque fait l'effort en fait de trouver des garants qui vont avec elle sur des cibles qu'ils estiment aussi prioritaires pour le développement de l'Afrique et de l'entrepreneuriat dans sa globalité et pratiquement potentiellement de l'entrepreneuriat féminin. Donc, avec l'AFD, on travaille beaucoup, notamment sur la garantie EURISE, sur le critère de l'entrepreneuriat féminin. Et je pense que c'est l'axe qu'on a développé pour favoriser l'accès au financement malgré cette problématique de garantie. On ne peut pas demander à des gens de créer des garanties juste pour la banque. donc, voilà comment on résout cette problématique. Mais je reviens sur le fait qu'il faille valoriser son apport personnel. Au-delà de la garantie, tout l'apport personnel que vous aurez fait comme entrepreneur dans le cadre de la création de votre projet, dans le cadre de la structuration de votre projet, il faut impérativement le valoriser. Même sans garantie, ça fait déjà sens pour la banque d'avoir quelqu'un qui s'est investi personnellement et financièrement dans son projet. Oui, tout à fait. Bamba, vous vouliez dire quelque chose? Comme l'a dit Yenita, tout part également de la structuration même du projet de l'entrepreneur. Et cette structuration-là est beaucoup accompagnée au sein de nos maisons de la PME. Comment est-ce que présenter véritablement votre demande d'investissement qui soit
mieux regardé, mieux pris en compte par le banquier et puis vous orienter vers comment circonscrire ce défaut de garantie dont vous parlez. Tout à fait. Et ce que je comprends, c'est vraiment d'ouvrir en fait son réseau d'opportunités. La banque est un acteur d'opportunités, mais aussi les partenaires qui accompagnent la banque. Yanita a parlé justement de l'AFD et il y en a beaucoup d'autres, Africa Invest, etc. Donc, il ne s'agit pas en fait seulement de... le financement peut provenir de... On peut avoir plusieurs sources de financement. D'ailleurs, j'en parlerai par rapport à la programmation parce que ça en fait partie. Donc voilà, vraiment ouvrir et nous essayons à travers Women in Africa d'ouvrir le maximum au réseau, le réseau aux femmes pour qu'elles justement accèdent au maximum d'opportunités. Donc je vous remercie. Avant de conclure, je vais vous laisser juste le temps de dire un mot de conclusion et avant de nous quitter parce qu'on a largement dépassé le temps, mais ça en valait la peine. D'accord. Je peux y aller, Zainabou? Voilà, ça a été vraiment un plaisir et un honneur de co-animer ce webinaire avec Yenita et Moriba. Merci à toutes celles qui se sont connectées. J'espère vraiment qu'on a pu répondre à une véritable problématique des entrepreneurs en général, mais plus particulièrement des femmes entrepreneurs. Nous les attendons pour les prochaines sessions parce qu'il s'agit d'une série de webinaires que nous allons conduire sur toute une période. Je laisserai Zainabou peut-être détailler les next steps et c'est avec plaisir qu'on continuera cette aventure, cette expérience avec vous et en espérant qu'elle aura de l'impact sur votre activité, sur la conduite de vos activités. Je vous remercie. Mais à mon tour de vous remercier aussi. Mais, Moriba, tu veux y aller d'abord? Il n'y a pas de souci. Vas-y. OK. Donc merci beaucoup pour cette audience et pour l'occasion formidable que nous donne WIA de toucher notre cœur de cible, hein, parce que les femmes entrepreneurs, c'est notre cœur de cible. Je pense que ça a été particulièrement affirmé par Société Générale et qu'on le voit dans nos activités. Donc, j'espère que ces quelques éléments auront été utiles pour celles qui sont à l'idée d'idéation comme pour celles qui sont déjà à l'amorçage, pour concrétiser les choses et aller plus rapidement et plus sereinement vers vos objectifs. Bien entendu, je me réjouis de participer aux prochaines sessions que nous allons préparer avec beaucoup d'attention maintenant qu'on sait toute l'audience que ce webinaire pourrait avoir. Et puis, donc à très, très vite. Et on se verra sur LinkedIn et sur Facebook pour la suite des questions. Voilà. OK, moi de même, hein, ravi d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie WIA de m'y avoir associé. Juste préciser que les maisons de la PME sont ouvertes aux clients et non-clients Société Générale, que vous soyez bancarisé ou non. Donc, passez nous visiter afin qu'on vous accompagne dans le développement de vos affaires. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir vraiment animé cette première session de cette série. J'invite vraiment toutes les personnes qui nous ont suivis à continuer la discussion avec Jocelyne, Yenita et Moriba sur LinkedIn, voilà, sur les réseaux sociaux et bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux Women in Africa, sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Instagram. Donc, bien sûr, je vais rappeler en fait le planning des prochaines sessions. C'est une série de sessions, donc c'était la première pour l'introduction. On aura une session par mois. La prochaine sera le 1er avril, justement sur les différentes solutions de financement. Il y a eu beaucoup de questions posées là-dessus et je pense qu'il est important qu'on est entrepreneur de savoir à quelle porte toquer en fonction de ses besoins et de l'étape où on se situe son projet. Ouais. Pardon? Désolée, vous m'entendez? Oui.
Ok, très bien. Et nous aurons une session le 6 mai, justement, pour parler de la gestion de la trésorerie. Là, vraiment, on mettra les mains dans le cambouis, vraiment les mains dans, comment dire, les pieds sur le terrain. C'est vraiment le quotidien, ça, de l'entrepreneur. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc, on en parlera lors de la 3e session. La 4e, le 3 juin, sera dédié à l'épargne et l'assurance. On n'y pense pas souvent en tant qu'entrepreneur d'épargner, hein, et aussi de couvrir, d'assurer, de protéger aussi bien notre projet que, en tout cas, nous-mêmes, hein, nos familles, parce qu'on est notre premier outil de travail en tant que personne. Donc, c'est extrêmement important d'aborder ces sujets en tant qu'entrepreneur. Et la dernière session, le 1er juillet, sera dédiée à l'entrepreneuriat et puis cette relation entre la banque et l'entrepreneuriat, comment justement bâtir une relation durable avec la banque. Donc voilà pour cette première session autour des finances, des femmes et de l'entrepreneuriat de Women in Africa en collaboration avec la Société Générale. Nous vous remercions de nous avoir suivis aussi massivement d'un peu partout voilà, dans le monde et surtout beaucoup massivement en Afrique. À très bientôt sur Women in Africa pour les sujets autour de la finance et bien sûr plein d'autres sujets sur nos WIA Talks. À très bientôt, bonne journée. Merci, merci. 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 Au revoir. À bientôt. Au revoir.